Dans cette édition, début de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région des Savanes. Coup d'envoi de cette visite, la tenue d'un conseil des ministres à la préfecture de Korogo. Plus que quelques jours pour démarrer le mois de Ramadan, les prix ont-ils déjà commencé à flamber sur nos marchés? Comme à l'accoutumée, la réponse dans ce journal. 2 jours après son arrestation, Hissène Habré, l'ancien président du Tchad, inculpé et incarcéré. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. On évoque tout d'abord cette visite d'État dans le district des Savanes. Le président Alassane Ouattara est arrivé en milieu de matinée à Korogo, la capitale du Nord ivoirien. Le président qui a exprimé sa joie d'être dans sa région d'origine. Une mission d'écoute qui va durer 1 semaine, mais aussi une tournée en vue de soulager les souffrances de ces populations des savanes, longtemps restées en marge du développement du pays. Coup d'envoi de la visite d'État, la tenue d'un conseil des ministres à la préfecture de Korogo. À l'ordre du jour, des questions liées au développement du district des Savanes. Dans quelques jours, ce sera le Ramadan. Durant 1 mois, les musulmans vont se priver notamment de nourriture jusqu'à 18h30. Le mois de Ramadan, une période qui rime souvent avec flambée des prix sur les marchés. À ce propos, les ménages doivent-ils encore s'inquiéter cette année? La réponse dans ce reportage signé Ami Koulibaly Kanga. Marché Gouro dans la commune d'Adjamé, les denrées alimentaires ne manquent pas sur les étalages. Côté prix, rien n'a vraiment changé à quelques jours du jeûne musulman. Ça n'a pas vraiment varié, c'est les prix ordinaires, il n'y a pas eu grand changement. C'est les mêmes prix que d'habitude. Pour le moment, ça va un peu. Les légumes, en tout cas, ça va. S'ils peuvent diminuer un peu, le prix du sucre aussi, c'est bon. S'ils peuvent laisser blanc à 600 et puis l'autre à 550, ça nous arrange. Mais le prix de l'oignon, de la pomme de terre ont connu une légère hausse. Pomme de terre, avant, on vendait à 400. Maintenant, on vend à 600. Kilo 600. Oignon, on vendait à 400. Maintenant, on vend à 600 aussi. Pomme de terre, 600. Oignon violet, 600. Ah voilà. On fait 300, 250, on vend ça avant. Oui, les kilos. Un tour chez les bouchers pour prendre le pouls du prix du kilogramme de viande. Bonjour monsieur. S'il vous plaît, à combien vous faites le kilo de la viande? 1 kilo de viande à hausse 2200. 100 hausse 2400. 800 francs CFA, c'est le prix du kilogramme de tomates contre 1000 francs le mois dernier. Et 500 francs CFA pour le tas d'aubergines de gombo, des prix qui restent aussi inchangés. Le jeûne musulman débute dans quelques jours. Le prix des denrées de première nécessité reste pour l'instant accessible. Agriculture à présent, et c'est une lutte qui pourrait faire baisser le coût des produits de première nécessité. Producteurs et paysans mobilisés pour la réforme du TEC. Il s'agit du tarif extérieur commun. C'est une taxe payée par les importateurs pour tout produit entrant dans la zone UMOA. Ami Koulibaly Kanga. Les conditions de production et de mise sur le marché des produits agricoles africains sont inégales selon les producteurs. Pourtant, la mondialisation oblige les producteurs à entrer en compétition. Pour l'amélioration des conditions de vente, le réseau des organisations paysannes et de producteurs de l'Afrique de l'Ouest, ROPA, met en avant l'exploitation des familles rurales. Pour cette organisation, la famille rurale est le socle des sociétés agraires dans les pays africains. Nous sommes des paysans et nous voulons continuer à produire pour nourrir les populations. Nous sommes dans un espace où il y a d'autres produits qui viennent d'ailleurs. Ça vient déranger ce que nous faisons sur place. Si on continue comme ça et que les autorités ne nous entendent pas, ne nous écoutent pas, hein, la famine que nous sommes en train de nous préparer pour l'éviter, c'est cette famille-là qui nous donne d'atteindre. Parce que chaque fois que les produits viennent d'ailleurs, ceux de l'intérieur, ils perdent l'habitude de produire. Le ROPA entend renforcer dans les 3 années à venir les organisations et cadres de concertation paysans dans les pays où ceux-ci sont encore faibles. Des leaders d'organisations de jeunesse dans un camp de formation à Grand Bassam. L'objectif visé par les organisateurs, transformer plus de 100 leaders en véritables agents de développement. Hamza Diaby.
Avoir une jeunesse responsable, un vœu cher au ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs. Pour relever le défi, des leaders des organisations de jeunesse sont invités dans un camp de formation au Vitib de Grand Bassam. Au programme, transformer les jeunes leaders en véritables agents de développement. En clair, il s'agit pendant ces 5 jours de formation de développer chez ces jeunes le sens de la responsabilité et la prise d'initiative à travers des actions citoyennes portant sur des sujets d'intérêt national tels que la réconciliation nationale, la bonne gouvernance, l'état de droit et les questions de genre. Tout un vaste programme pour réussir le leadership des jeunes. Le secrétaire général des Nations Unies a inscrit la réponse aux besoins de la jeunesse comme l'un de ses défis principaux au cours de son second mandat à la tête de l'ONU. Et le PNUD, comme d'ailleurs le programme des volontaires des Nations Unies, se mobilise à vos côtés avec une ambition réelle de vous aider à affirmer votre leadership et vos capacités. Le souhait de Monsieur le ministre de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs est que la formation dont bénéficieront les participants durant les travaux du séminaire aboutisse à l'amélioration du profil des leaders des organisations de jeunesse pour l'émergence d'une jeunesse ivoirienne responsable. Outils, méthodes et moyens pour un meilleur engagement des jeunes, thème du séminaire de formation. Et 150 jeunes leaders sont chargés de réussir cette ambition pour l'émergence d'une jeunesse ivoirienne responsable, un projet soutenu par le Programme des Nations Unies pour le développement. Les entreprises et les médias réunis sur une même plateforme pour parler développement. Ce sera l'occasion du Salon des médias. L'événement qui se déroulera du 9 au 11 octobre est à sa 4e édition. L'initiative est de la Maison de la Presse. Grace Kando nous en dit plus. La 4e édition du Salon international des médias se tiendra du 9 au 11 octobre prochain à Abidjan. Le thème choisi cette année est « Rapport médias-entreprises, outils et stratégies pour booster la croissance ». Ce partenariat va faire en sorte que nos entreprises soient le mieux connues, soient le mieux vendues à l'extérieur et fera en sorte qu'on sache qu'au niveau du port autonome d'Abidjan, il y a un certain nombre d'entreprises qui contribuent au développement et à l'émergence de la Côte d'Ivoire pour les années 2020. Pour les organisateurs, ce sera une véritable campagne de promotion destinée aux entreprises. L'enjeu de ce salon aujourd'hui, pour nous, c'est quoi? C'est de permettre à la presse de sceller des rapports viables avec les entreprises et de permettre aussi aux entreprises de sceller des rapports gagnant-gagnant. Pour cette 4e édition, 100 000 visiteurs venant d'Afrique et d'Europe sont attendus sur les 3 jours. Et 60 médias s'engagent à accompagner le salon. Cette plateforme sera aussi l'occasion de faire l'état des lieux, des actions de l'utilisation, des outils de communication et des TIC dans la gestion des entreprises. En bref, désormais pour entrer au Sénégal, les étrangers devront détenir un visa biométrique. Pour cela, ils devront débourser la somme de 32 500 francs CFA, soit 50 €. La mesure de réciprocité qui est entrée en vigueur aujourd'hui même ne s'applique pas aux ressortissants des pays de la CEDEAO. Et cette démission qui se fait toujours attendre, celle de Mohamed Morsi, le président égyptien qui fait face à un double ultimatum. En début de soirée, on annonçait une rencontre entre le président Morsi et le chef de l'armée. L'opposition, quant à elle, s'est choisi un porte-parole. Il s'agit de Mohamed El Baradei. Le point de la situation en Égypte avec Michel Mambou. Devant le palais présidentiel, le compte à rebours a commencé pour le départ de Mohamed Morsi. Plus que quelques heures, car lundi, l'armée égyptienne avait donné 48 heures au président islamiste pour satisfaire à la demande du peuple, faute de quoi elle imposerait sa feuille de route. Un ultimatum rejeté par le président Morsi qui s'accroche au pouvoir, bien que son appel au dialogue et à la réconciliation nationale laisse le peuple indifférent. Le Front du Salut National appelle le peuple à poursuivre les rassemblements pacifiques à travers le pays et nous soulignons notre entière confiance dans la loyauté de l'armée. Les heures passent, les taux se resserrent autour de Morsi. Place Tahrir, au Caire, la mobilisation est de plus en plus forte. Des milliers de personnes ont occupé les lieux. Un seul mot à la bouche, dégage, et il s'adresse au premier président élu démocratiquement en Égypte. Le peuple attendait beaucoup de l'homme. Il se dit déçu. Morsi n'a pas tenu ses promesses.
Les forces politiques actuelles, qu'elles soient au gouvernement ou dans l'opposition, ont échoué. Ils ont tous échoué. Ils ne laissent le choix au peuple que de se rallier aujourd'hui aux forces armées. À Alexandrie et dans bien d'autres villes d'Égypte, les rues ne désemplissent pas. Des milliers de manifestants exigent le départ non seulement de Morsi, mais également celui des frères musulmans, partisans du président. Mohamed Morsi réussira-t-il à se maintenir au pouvoir? La question reste posée. 6 de ses ministres ont rendu leur démission, les porte-paroles du gouvernement et de la présidence également. Alors que du côté de l'opposition, on s'unit pour être plus fort, la coalition a désigné son porte-parole. On repart au Sénégal dans cette édition. 2 jours après son arrestation, Hissène Habré a été inculpé et incarcéré. Aujourd'hui à Dakar, l'ancien président tchadien est accusé de crimes de guerre par un tribunal spécial. Quelques images furtives de l'ancien chef de l'État tchadien, un boubou blanc, à son arrivée ce matin au tribunal spécial de Dakar. La police a tenu éloigner les journalistes qui ont fait le pied de grue devant les locaux du tribunal où Hissène Habré a comparu devant le juge d'instruction. Même son avocat présent sur les lieux n'a pu avoir accès à son client. Vous savez qu'après la garde à vue, l'avocat peut accéder à tout moment à son client. Aujourd'hui, on m'interdit d'accéder à Habré. C'est une violation encore de la procédure pénale. La comparution d'Hissène Habré devant le juge d'instruction avait été annoncée hier à Dakar par le procureur général. Selon lui, des indices graves contre l'ex-président ont confirmé sa responsabilité dans les crimes dont il est accusé. Il a donc demandé sa mise en détention préventive. Nous voulons éviter que ces anciens réseaux puissent être activés et nuire à la bonne marche de la procédure, mais aussi pour sa sécurité et pour une bonne sérénité de la procédure. La procédure en cours est en tout cas suivie à la loupe à Dakar. Certains estiment que le Sénégal devient ainsi le laboratoire de l'Afrique pour lui permettre de construire sa propre souveraineté judiciaire et d'arrêter enfin d'exporter ses élites vers la Cour pénale internationale de La Haye. Pour la première fois, un président africain sera jugé pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité sur le sol africain. Donc il est possible, avec une souveraineté judiciaire, de pouvoir juger nos élites politiques et nos élites militaires ici sur place. Les poursuites qui s'engagent ne s'arrêteront pas seulement à l'ancien président Hissène Habré. Le procureur général Mbacké Fall a indiqué que 5 autres anciens tortionnaires présumés tchadiens sont également poursuivis. Barack Obama boucle sa tournée africaine en Tanzanie. Avant de quitter le sol africain, le président américain a rendu hommage aux victimes de l'attentat de 1998 contre l'ambassade américaine en Tanzanie. Barack Obama et George Bush côte à côte. Le président américain et son prédécesseur se sont retrouvés en Tanzanie, dernière étape de la tournée africaine de Barack Obama, pour un hommage aux victimes des attentats de 1998. Le 7 août cette année-là, l'ambassade américaine avait été la cible d'une attaque au moment même où un camion piégé explosait devant la représentation américaine à Nairobi. 2 attentats revendiqués par Al-Qaïda. Bilan à Dar es Salaam, 11 morts et plus de 80 blessés. On rappelle avant de terminer cette visite d'État entamée aujourd'hui par le chef de l'État Alassane Ouattara dans la région des Savanes. Le président qui animera demain un meeting à Mbengue. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur RTI2. Bonne soirée à tous et à toutes.